un balado de 37e Avenue. Le dimanche 20 novembre 2022. Allô, Steve Proulx, au micro du balado de la culture médiatique. Cette semaine, j'ai devant moi, mesdames et messieurs, nul autre que Steve Laplante, en chair et en os. Salut. Allô. Hey, il n'y a pas si longtemps, on le voyait dans une série, puis on se disait, il est bon, lui, on l'aime, mais on sent vraiment, comme plusieurs comédiens au Québec, on sent vraiment connaître son nom. Mais là, on peut dire que depuis cet automne, mon cher Steve, on peut officiellement mettre un nom sur ton visage. T'es plus le gars qu'on aime dans les séries, t'es Steve Laplante. Et quel beau nom en plus! Oui, voilà, on partage le prénom. Oui, t'élèves, là, parce que moi, j'ai porté ce nom-là toute ma vie. Steve, au moins, on a un Steve avec un E, parce que je sais pas si t'as un petit peu de mépris pour les Steve à deux E. Oui, on me demande tout le temps ça, mais j'ai jamais tant vu, moi, des deux E. Non, Ben, les deux E, c'est quand les parents parlent pas anglais. Ouais, bon. Écoute, ça a été... tu sais que j'invite ici depuis quelques mois, j'invite des gens ici pour parler de séries québécoises. Puis tu t'es clairement retrouvé dans les deux séries les plus aimées cet automne au Québec. La saison 2 de C'est comme ça que je t'aime, où tu joues Gaétan 2, Oui, dans laquelle tu coquifies Gaétan 1. exactement. Est-ce que tu le coquifies ou genre, en tout cas, tu essayes? Est-ce que Oui, ça a été il se passe consommé? quelque chose. Il se passe quelque chose, Oui, hein? il y a ce qu'on a appelé une flûte enchantée Ah, dans oui, l'épisode. oui. Oui, Moi, voilà. je l'ai vu quand c'est sorti sur tout.tv. Ça fait déjà un bout. Là, ça passe à la télé, mais je l'ai vu il y a un petit moment. Je m'en souviens. Et l'autre série, c'est Chouchou, à nouveau, dans laquelle tu joues Jeff sans regret, le mari épicier d'Evelyne Brochu, qui, lui, se fera cocufier Oui, par... mon année cocu. C'est ton année Ouais, cocu. exact. Deux genres complètement différents. Puis bien sûr, cet automne, ça a été aussi le film Viking de Stéphane Lafleur. Premier film à se mériter un 2 de Mediafilm, remarquable. C'est la première fois depuis Incendie, en fait. Oui, c'est ça. Ça faisait vraiment... On était dû pour avoir un autre film remarquable au Québec. De quoi on t'a parlé, toi, cet automne, dans ces projets-là? Dépendant d'où j'étais, sur les plateaux de télé, on me parlait beaucoup de Chouchou. Puis Ouais, hein? là, je tourne en ce moment un peu de cinéma, fait que là, on me parle beaucoup de Vikings, fait que ça dépend des endroits. Mais Chouchou, je m'en fais beaucoup parler. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. C'était une série brumeuse, une série grise, en demi-ton. Je pense que c'est ça la qualité de cette affaire-là. Déjà, à la lecture des scénarios, moi, je finissais un épisode, puis j'étais un peu... pas le mal de cœur, mais un peu. Puis je pense qu'on a tourné la bonne affaire, parce que je pense que c'est ça que ça... Ça a été tourné en sobriété. Ça aurait pu rapidement devenir un peu vulgaire, cette affaire-là, mais il y avait une sobriété dans votre jeu aussi, dans le tournage, dans les images que moi j'aime. En tout cas, ça a accroché beaucoup parce que vraiment, tout le monde m'a dit c'est ma série que j'ai aimée cet automne. Ouais, il y avait une façon de tourner où il nous laissait aller, puis il laissait des silences, puis il découpait pas plus que ce qu'il en avait besoin, ce qui fait que ça laissait, je pense, une humanité au personnage, puis une espèce d'imperfection au niveau de la façon de tourner ça. Puis la photo de François Dutil aussi a été hallucinante. Est-ce que tu as... moi, je te dis, c'est un automne signé Steve Laplante, mais toi, de ton point de vue, est-ce que tu vois qu'il y a... tu traverses une période particulière dans ta carrière en ce moment? Ouais, je le sens, là, parce qu'il y a eu une synchronicité aussi au niveau des sorties. Moi, c'est l'année, disons, exceptionnelle, j'ai vécu l'année passée quand je l'ai tourné. Mm-hmm. Puis, ben là, j'ai senti l'espèce de boom, là, quand tout ça est sorti. Ouais, je sens qu'il y a une différence, là, parce que ça fait comme, je sais pas, 25 ans que je suis... Oui. Ouais, que je suis comédien, puis je suis bon. C'est peut-être la première fois que j'ai autant de visibilité, parce que naturellement, moi, je faisais plus de théâtre quand je suis sorti. Puis, au théâtre, on est moins mis de l'avant aussi. On est là pour porter l'histoire. On est dans une grosse distribution, puis il y a quelque chose de plus anonyme, là, je dirais. Fait que, ouais, je le sens bien. Là, Tu t'ennuies-tu cet anonymat ou non? Non, en même temps, c'est pas non plus... c'est pas...
c'est pas dérangeant ou c'est pas... non, je sens Encore juste plus qu'il y a... paparazzi au Québec, là, c'est Il y en a peu. Oui. Je sens juste que des fois, bon, c'est ça, il y a plus de têtes qui se retournent qu'avant, mais Ouais. c'est rien de dérangeant. Moi, je t'ai découvert, tu vois, dans la première fois que j'ai constaté ton existence à la télé, Ouais. c'était dans la série Olivier. Mhm. En 2017, c'était une série donc sur un peu l'enfance romancée de José Lito Michaud, mais excellente série. Tu jouais son père adoptif Ouais. dans cette série-là. Moi, c'est là que je t'ai vu Ah oui, hein? briller. Puis à partir de ça, là, j'ai toujours fait OK, lui, on l'aime bien. Ouais. Mais tu sais, c'est assez récent. On peut dire que quand même, c'est vrai que tu es sorti de l'école en 96. Ouais, je exactement. pense. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait en sortant de l'école? C'était quoi Moi, j'ai fait un 4-5 ans avec Wajdi Mouawad. Ce qui fait que j'étais beaucoup avec un spectacle qui s'appelle Littoral, qu'on a joué pendant 5 ans. Ici, puis beaucoup en tournée. On est allé beaucoup en Europe aussi. Fait que c'est ça que j'ai fait mes 4-5 premières années. J'ai fait ça. J'ai enligné 2-3 shows avec 3-4 même de Wajdi. Jusqu'en T'as écrit 2000. aussi, t'écris aussi. T'as commencé à écrire assez jeune. Ouais, là. T'as j'ai fait commencé. L'écriture est arrivée assez tôt. On avait parti à un théâtre d'été à Drummond, là, d'où je viens, Mhm. dans une petite salle où il n'y avait rien. Puis après notre premier été, on a joué un premier été d'un texte qui existait déjà. Puis à la fin de l'été, naturellement, on n'avait pas d'argent pour payer l'auteur. Fait que au deuxième été, je me suis dit, ouais, peut-être si j'écrivais, sauverait ce bout-là. Fait que C'est ça la raison c'est pour laquelle complètement t'as écrit. cette raison-là qui a fait que j'ai commencé à Sauver écrire. de l'argent. Mais en même temps, ça me tentait aussi, j'avais le goût. On avait eu un cours d'écriture à l'École nationale, puis le prof m'avait dit « Ah, je pense, ça se peut, toi, que t'écrives, tu sais, peut-être t'as ça. » Fait que ça m'était resté en tête, puis quand on est arrivé au deuxième été, j'en ai parlé à mes collègues, puis j'ai fait « Ah, on va essayer d'écrire le show, puis... Fait que ça a redonné ça, au moins, Ça a été ce une théâtre pièce, d'été. attends un petit peu, j'ai lu, je ne l'ai pas vu, évidemment, ça fait trop longtemps, là, mais c'est sur la grande rue principale, le Ouais, long ça, de la c'est- principale. Le long de Voilà. la principale, c'était le dernier été qu'on a fait, ça. Ouais, qui a été repris avec une compagnie aussi à Montréal, qui a été repris à Montréal, puis qui a été repris... En anglais aussi, ça a été traduit. Ça a été traduit en anglais, ouais. Quelle place Fait que- ça occupe l'écriture dans ta carrière en ce moment? Parce Ben, que tu écris Léo aussi, il Ouais. faut le dire, on va en parler tantôt, mais Ouais, ça occupe une grosse place. ça a fini par occuper une grosse place avec les années. À un moment donné, j'ai coécrit avec Frédéric Blanchette une série qui s'est appelée Tu m'aimes-tu en 2012. Bon, t'es plus au courant que moi, mais dans ces années-là. Fait que puis Frédéric, lui, avait vu des choses que j'avais écrites au théâtre. Puis c'est pour ça, puis lui, il cherchait un partner pour écrire ça. Fait que là, je me suis joint à lui pour écrire cette série-là. Fait que là, j'ai découvert un peu c'était quoi scénariser, c'était quoi la scénarisation. Puis après ça, une couple d'années après, ben c'est ça. Fabien m'a appelé, puis il m'a dit qu'il cherchait des scénaristes. Fait que ça occupe de plus en plus de place, en fait. Comment ça se passe? Léo, bon, t'écris, je pense que tu as écrit une dizaine d'épisodes sur Ouais. ce que j'ai vu. Ouais, 24. Mais bon, est-ce que c'est vous travaillez ça en équipe ou c'est chacun fait son dispatch les épisodes et Ben, puis, un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a des réunions en groupe. On est 4 scénaristes avec Fabien. Ce qui fait qu'on s'entend sur les bases de l'épisode. On se fait une espèce de brainstorm puis c'est quoi le sujet, puis c'est quoi un peu les grandes lignes de l'affaire. Puis le scénariste qui est responsable de cet épisode-là, il part avec cette idée-là, puis il construit son affaire, son épisode autour du brainstorm qui a été fait. Ouais. OK. Fabien, donc tu joues Chabot dans Léo. Là, vous êtes en train de tourner la dernière saison. Oui, c'est fini. C'est terminé? C'est terminé. On a fini la semaine passée. Un petit deuil, c'est quand même une série. Un gros deuil. Ouais, hein? Un gros deuil parce que j'ai été là-dessus, somme toute, 6 ans. Puis ça n'arrêtait jamais parce qu'aussitôt que le tournage finissait, l'écriture recommençait. Fait que tu sais, c'était constamment avec moi, ce projet-là. J'étais tout le temps là-dessus. C'était ça mon train principal, malgré que, bon, je pouvais avoir des choses à côté, mais il y avait toujours Léo autour de moi. Fait que ouais, c'est un gros deuil parce que c'était un party aussi, tourner ça, là, avec la distribution qu'on avait. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais... Une équipe en or. Je te jure que c'était... Ouais, c'est ça. C'était très libre comme plateau.
pas vécu ça souvent tant que ça. Faut fêter ça. Qu'est-ce que c'est ça? Kombucha. Es-tu malade? J'ai viré une brosse à ça en 2002. Le lendemain matin, j'étais tellement magané, la gang à Puljot m'a dessiné un gros bat avec un sourire, avec des étampes à bingo sur le chest. Pas de la sambuca, du kombucha. Il y a plein de vertus là-dedans. C'est bon pour les allergies, le transit, le cancer, calvitie, m'en manque un. Sclérose en plaques. À l'amour. À l'amour. Tu bois pas, papa? Moi, quand ça broute puis que ça a des noms de karaté. Moi, ce que j'aimais dans cette série-là, c'est la série préférée de mon père, cela dit, là, Ouais. lui, il n'a pas manqué une. Ouais. Mais ce que j'aimais dans cette série-là, c'était une espèce de rupture de ton, c'est-à-dire qu'il y a des éléments très hyper réalistes, dont Fabien et toi dans sa famille, Ouais. alors qu'il côtoie un monde un peu burlesque, celui de son travail. Ouais. Est-ce que c'est réfléchi, ça? Est-ce qu'il y avait un ton que vous vouliez donner, un message à passer? Qu'est-ce qui... Fabien connaissait beaucoup cet univers de shop, puis moi aussi. Ouais. C'est un univers que je connais très bien. J'ai travaillé dans les usines quand j'étais jeune, comme ado en travail d'été, beaucoup. Puis je trouvais ça très riche comme place de voir cette mentalité je le dis pas péjorativement, mais cette mentalité de gars de shop, là, tu sais, où tout doit être casé à la même place tout le temps. Ils Ouais. sont... Je dis ces gars-là, parce que moi, j'ai travaillé plus avec des gars, mais des filles aussi, j'imagine, mais ces gens-là qui sont dans des routines très bien établies. Qui puis forment aussi- une grosse partie de la population québécoise. qu'on Ah oui, voit tout à jamais. fait. Ben oui, complètement. Parce que moi aussi, je viens d'un petit village de Valcourt. Ouais, Puis ouais. il y a une shop à Valcourt, puis tout le monde travaille à la shop. Là. Ben, c'est ça, exactement. Puis tout le monde marche avec ce buzzer-là. Puis il y a des scènes là-dedans. Il y a beaucoup de scènes de Léo c'était des vraies affaires là, qui sont arrivées. Là. Il y a une scène là, en particulier que j'avais écrite sur le... C'était un Perrault, le personnage de Guillaume Cyr, qui se fait voler sa place de stationnement par le nouveau boss, puis ça crée une espèce de patente. Mais ça, moi, je l'ai déjà vu, là, je l'ai déjà vécu à la shop. Là, un étudiant qui est arrivé l'été, parce que cette shop-là se remplissait d'étudiants l'été. Puis un gars qui est arrivé, puis il avait pris la place de Quand parking. on change un petit peu Eh la routine, boy, là, ça vient de ça démolir le avait système. brassé. Ça avait brassé. Il fallait trouver qui est-ce qui s'était parqué là, parce que ce gars-là qui avait cette place-là depuis, je sais pas, 17 ans, là, il est arrivé bien émotif ce matin-là. Fait qu'il y a comme quelque chose de ça qu'on aimait, puis Fabien aussi avait travaillé dans une espèce de shop, gâteau vachon. machin. L'amitié entre gars aussi, parce que vous avez une belle amitié, toi puis Fabien. Est-ce que vous vous connaissiez dans la vie? Est-ce que Ben, on se c'était- connaissait, mais pas tant. Ok. tu sais. On est devenus des amis avec ce projet-là. Avec ce projet-là. Ouais. Parce que, tu sais, cette amitié-là entre deux gars, qui est pas... deux gars de région. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette série-là. On dépeint un Québec qui existe et qui est la norme. Là, tu sais, je veux dire, tout le monde est comme ça, mais qu'on ne voit jamais ou presque jamais à la télévision de cette façon-là, de cette authenticité, dans cette authenticité-là. Ouais, ben c'était la volonté de Fabien. C'est justement ce que tu viens de dire. Il dit, on les voit pas, ce monde-là, on les voit jamais. Puis lui, son univers, il était... Bon, on venait de ces one-man shows qu'il avait fait au théâtre, puis il était déjà... il était déjà stagé dans ce décor-là, fait que ça nous permettait de parler de ce monde-là juste un peu décalé. Décalé, en tout cas, par rapport à ce qu'on vous voyait, disons, à la télé à ce moment-là. Tu sais. Je me souviens des discussions avec Fabien où il disait qu'il se reconnaissait pas, lui, à la TV. Je me vois pas. Il y a plein de monde qu'on voit pas. Tu sais. Oh, Fait là, que on le voit pas mal. Là, Là, on le voit pas mal. Là, on le voit pas mal, oui, effectivement. Ouais. Ouais, il a amené ça. Avez-vous, au Rap Party, avez-vous parlé de prochains projets? Demain, le collaborations? Rap Party. Ah, c'est demain. Ouais, peut-être en parler. Oui, il y a des choses, dans les airs, un peu embryonnaires pour le moment, mais oui, il y a des choses, il y a des choses qui flottent. Mais on avait besoin de finir ça parce qu'on avait besoin de faire parler d'autres personnages. Je pense qu'on arrivait au bout de cette affaire-là. Là, on se disait, Léo, c'est un gars qui a pas de job, pas de blonde, pas d'enfant, pas... Puis là, à partir du moment où il se trouve une job, puis il se trouve une blonde, puis qu'il y a un enfant, puis bien, on avait fait le tour pas mal. Ça me fait penser à Friends. C'est un peu la raison pour laquelle ils ont arrêté la série. C'était supposé être des jeunes qui n'ont pas de job à un moment donné. C'est exactement le même. À la différence que Léo
a eu une grande évolution, mettons, sur les 5 ans. On voulait que ce soit un personnage qui bouge, justement. T'sais. Parce que justement, il était stagé dans un décor souvent où les choses sont figées. Fait qu'on voulait un personnage principal qui fasse avancer les choses. Puis pas juste Léo, mais toute la gang des vainqueurs, par exemple, qui est autour de lui. Pouliot, il passe de la saison 1, c'est plus le même gars à la saison 5. Il a encore le même fond, mais je veux dire, on voulait que ces gars-là évoluent. On va voir ça cet hiver. Ça passe cet hiver, c'est ça? Ouais, la saison 4 sort à la télé en janvier. Puis la ça saison part, 5... OK, ça sort donc sur Club Illico. Ouais, la j'imagine? saison 5 va sortir sur Illico après, ouais. Chaque jour, vous allez recevoir des mémos individuels pour vous garder en phase avec votre double. Je vous ai fait imprimer le rapport d'hier. On est passé au calendrier martien. On a toujours des tensions entre John et moi. Un peu de frustration. Un peu de colère, peut-être. Je veux pas pointer du doigt. J'ai remarqué qu'il y a eu un petit relâchement côté hygiène corporelle. Mais c'est quand même important de vous bien frotter. Steven puis moi, on se parle plus. Je pense que j'ai peut-être du désir pour Steven. Ce serait pas une bonne idée pour la mission. Ce qu'on est en train de faire, c'est plus grand que nous. Ils ont gardé aucune de nos suggestions. Ben voyons donc. C'est pour des gens comme toi qu'on a créé le programme La Société Viking. Alors, dis-nous ce qu'il faut faire. C'est clair qu'en haut, ils sont plus capables de la sentir. En tout cas, si tu voulais démoraliser tout le monde, c'est très réussi. On commence à se demander si tu prends pas tout ça un peu trop au sérieux. Ils sont en train de nous tester. Well, it's complicated. Moi aussi, je me demande un peu où ça s'en va tout seul. Je veux qu'on parle de Viking, parce que, bon, film que j'ai vu, évidemment. Mhm. Le Soleil a appelé ça « La mission sur Mars des pauvres ». J'ai beaucoup aimé parce que on a essayé d'expliquer ce film-là. Tu sais, j'ai vu Stéphane Lafleur expliquer le film. C'est un peu complexe. Bon, tu joues donc David, qui est un prof d'éducation physique, qui est choisi avec d'autres candidats pour reproduire sur Terre les comportements d'un groupe d'astronautes envoyés sur Mars. C'était la première fois que tu travaillais avec Stéphane Lafleur? Complètement. Comment ça s'est présenté, ce projet-là? Ça s'est présenté par un mail que j'ai reçu au mois de décembre, 1 an avant le tournage, avec Stéphane qui me dit un mail assez court. Stéphane, c'est pas un gars on s'appelle pas, on se texte pas, on se disait bonjour quand on se croisait, puis on se croisait très peu. Fait que je suis arrivé au mois de décembre, puis je comprenais pas trop, je comprenais pas comment ça se fait qui t'avait pensé à toi, là? Qui avait pensé à moi, il dit lis ça, puis donne-moi des nouvelles. Donc là, tu as reçu le scénario. Ouais, dans un courriel, puis il m'a OK. dit je t'offre ça. Puis là, j'ai lu ça, puis d'un trait. Souvent, les scénarios, c'est quand même assez long. Lire un scénario, ça peut être ardu, les descriptions de décors, descriptions de... J'ai lu ça d'une shot. Qu'est-ce qui t'a accroché dans le scénario-là? L'originalité, le ton de Stéphane, puis d'Éric Bouliane qui a coécrit avec lui, puis l'évolution du récit, parce que Stéphane fait des films assez... fait des films d'ambiance. Mais dans Viking, on dirait qu'en plus de son ambiance, à lui, je ne sais pas si c'est aussi l'arrivée d'Éric Bouliane qui a coécrit avec lui, mais là, il y a une évolution aussi dans le récit. Puis je trouvais qu'il y avait des twists dans ce scénario-là complètement hallucinantes. Puis l'originalité de l'histoire à la base, je comprenais pas comment il avait fait pour trouver... où il est allé chercher ça. Mais c'est souvent ça, lui, ses affaires. Tu fais, oui, mais comment il fait pour penser à ça? C'est ce qui fait aussi son puis son unicité, puis son... Fait que c'est comme ça que ça s'est présenté. Je l'ai rappelé, j'ai fait, écoute, je capote. Puis je comprenais pas, parce que j'avais jamais fait de cinéma, moi, vraiment, à part des... Il joue dans Cheech, c'est ça? Ouais, mais vraiment drôle, des petites affaires, là, rien pas de rôle d'importance. Fait que je comprenais pas. Il te l'a pas dit pourquoi il a pensé à toi? Je sais pas, je suis rentré. À un moment donné, il m'a dit que j'y étais rentré dans la tête. Je sais pas pourquoi. Il m'avait déjà vu jouer au théâtre, ça, je savais, là, tu sais, bon, puis c'est comme ça aussi, je pense qu'on s'est rencontrés au théâtre. Mais
pensais jamais que j'étais rentré dans sa tête à ce point-là. Bon, Coudon. Tourner avec lui, tu as déjà dit que bon, il n'y a pas de place à l'improvisation, semble-t-il. Tu as dit ça au TIFF, petite entrevue que vous aviez fait là-bas. Tu as dû calmer ton clown un peu parce que tu jouais trop. Parle-nous un peu de sa direction d'acteur. C'est extrêmement précis ce qu'il veut. Oui, c'est très, très précis. Puis comme c'est dans une comédie, j'ai quand même joué beaucoup. J'ai quand même fait pas mal de comédies, ce qui fait que, malgré le fait que je savais quel ton de jeu il fallait qu'on ait, il y a certaines scènes où je poussais juste un peu trop. C'était comme un réflexe d'aller puncher et d'aller chercher le punch. Fait qu'il fallait... Souvent, il fallait qu'il me ramène. Puis je faisais « Ah oui, OK. » Mais Puis là, oups, des fois, je ramenais trop. Fait que c'était très, très, très précis ce qu'il voulait. C'était... extrêmement... il fallait se parler. Ou se parler, ou même, des fois, il coupait, je le regardais, puis là, je savais, juste par son body language, je savais qu'on l'avait pas, là. On n'était pas dessus, là. Pourtant, il y a dans ce film-là, comment ça s'appelle, Denis Hull, c'est ça? Oui. Moi, je l'appelle Monsieur Crackpot. Oui. Mais qui, lui, est hilarant. Il était aussi dans son autre film. En terrain connu. En terrain connu, qui voyageait dans Continental aussi. Bon, c'est un peu toujours dans ses films, mais lui, c'est un peu le comic relief de ses films. Ouais, complètement. Très payant comme personnage. Très, très, très payant. Puis Denis a bien aussi, comme il a déjà aussi travaillé avec Stéphane, complètement dans le ton. Puis, Très bon film. Ouais. Il y a, les critiques sont assez unanimes pour dire que c'est un petit bijou. J'en ai entendu une qui a été moins unanime, c'était Hélène Faradji, pour ne pas la nommer, qui se posait la question, puis je te pose la question. Qu'est-ce que ce genre d'histoire-là dit du Québec? Qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que c'est un film qui aurait pu être fait dans n'importe quel pays? Souvent, quand on a un film québécois, on se dit, bon, c'est un peu un miroir de notre société. Qu'est-ce que ce film-là dit du Québec? Je sais pas si ça dit quelque chose du Québec. Je pense que ça dit quelque chose de l'humain, en tout cas. Je pense que David, c'est un gars qui croit tellement à qui croit trop à ses rêves, je pense. Qu'il y a trop d'attentes par rapport à... Il idéalise une espèce de patente sur laquelle il va se péter les dents complètement. C'est ça, l'histoire de ça. Cette histoire-là dit plein d'affaires. Puis c'est drôle parce qu'en le présentant, ça revient beaucoup sur « Oui, mais c'est quoi le message? Oui, mais c'est quoi le... » Puis on était comme, c'est une histoire, tu sais. Il était une fois ce gars-là qui avait ce rêve-là sur lequel il accordait vraiment beaucoup trop d'importance, puis c'est un accident de char. Là. Après, c'est quoi le message? Moi, il y a plein d'affaires que je retiens de ça. La personne à côté de moi va retenir autre chose, comme n'importe quel film ou n'importe quelle œuvre. Je sais pas pourquoi ce film-là en particulier amène ces questionnements-là tant que ça. Moi, tu vois, quand je suis sorti du film, je me suis dit... Bon, c'est un film de science-fiction, mais avec zéro budget. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas rien de ça, mais on est dans le registre de la science-fiction. Je me suis dit, c'est comme de la science-fiction à notre portée. C'est-à-dire que nous, les Québécois, on ne pourrait pas jouer dans Star Trek. Ça n'aurait pas d'allure qu'une gang de Québécois aille explorer l'univers. On est comme pas là. Je veux dire... c'est un peu ça. On est l'équipe B. L'équipe B, je veux dire, Villeneuve, il le fait, mais il le fait avec les enveloppes des Américains. Il le fait pas... ça n'existe pas ici, ces enveloppes-là n'existent pas. Non, mais il ne mettrait pas un Québécois pour faire de l'exploration. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends, mais... Je pense que si on avait ces moyens-là, on pourrait le faire, puis on trouverait pas ça si weird. Non? J'ai pas l'impression. On est tellement habitué de voir de la science-fiction américaine qu'on dirait... Oui, mais ça coûte très... je veux dire, Ça on n'a pas ces budgets-là. Téléfilm n'a pas ça. On n'accorde pas cette importance-là à la culture ici, ou en tout cas au cinéma. On n'est pas là-dedans du tout. Fait que c'est pour ça que les créateurs, ils vont pas, puis quand ils vont, s'ils veulent faire leur film, puis s'ils veulent que ce soit en 3D à un moment donné, puis que ça reste pas juste une affaire dans leur tête, à un moment donné, à l'écriture, il faut que tu trouves des twists pour que ce soit réalisable, ta patente. Sinon, ça va rester dans ton ordi. Il y a...
Bon, le film, malgré le succès critique, il n'a pas été fait exploser le box-office. Là. On est à... bon, on ne dira pas les chiffres, là, mais il y a l'effet pandémie. Là, il y a quand même le... En même pandémie. temps, c'est-tu une fatalité quand on se fait un film québécois? On se dit, bon, regarde, ça va vivre en salle, là, mais on ne fera pas des millions avec ça. Puis c'est pas important, dans le fond, dans le processus. Là. Je sais pas. Moi, j'arrive... tu sais, j'ai fait 3 films là, en la dernière année et demie, 2 ans. J'arrive dans ce milieu-là. Je suis encore bien vert, puis je découvre encore cette affaire-là. Tu sais, je fais plus de télé, puis plus de théâtre, mais le cinéma, c'est une nouvelle affaire. Okay. Une nouvelle gang, c'est du nouveau monde, des nouveaux discours. Mais oui, j'entends ça. J'entends, ça va mal. Le monde ne va pas voir nos films. Le monde... Bon. Une fois qu'on a dit ça, tu sais, je voyais... je ne sais plus quand, hier, ou en tout cas dernièrement, que Arsenault allait sortir, Arsenault et Fils, le film de Raphaël Ouellette, allait sortir sur Crave. Tu sais, après, c'est la diffusion de l'affaire, tu sais, qui va peut-être changer. C'est peut-être ça qui va être appelé à changer. Tu sais, les gens ne se déplacent plus en salle, mais non, ils ont des 60 pouces dans leur sous-sol. Je veux dire... On fait juste donner l'exemple du film. Tu sais, il y a un film québécois sur Netflix, il y a... Jusqu'au déclin. 3 ans, Jusqu'au déclin, ouais. Qui a été vu. Ça a été le film le plus vu de l'histoire du Québec. Ben, c'est sûr. La diffusion est accessible. Puis on paye déjà pour ces plateformes-là, que la majorité du monde a. Fait que, moi, je pense que oui, le cinéma est menacé. Le cinéma en salle, là, la diffusion sur grand écran, ça, je pense que oui, est menacé. Mais moi, je pense que le monde a encore le goût de voir des films. C'est juste qu'ils vont l'écouter chez eux, sur leur plateforme. Puis ça va être ça. Puis c'est ça. Puis il y a la pandémie, mais il y a l'inflation. Dans le sens qu'aller au cinéma à 2, ça te coûte quasiment 50$. Si tu bouffes un peu. Puis ça fait que... Es-tu déçu de ces chiffres-là ou ça te préoccupe pas du tout, toi? Ça me préoccupe pas du tout. Non, je peux pas dire que ça me préoccupe pas du tout. Mais ça m'étonne pas non plus, dans le sens qu'on... Mais tu vois, en même temps, je dis ça, puis tu sais, Viking, il y a un distributeur en France, tu sais, il va avoir une sortie en France, tu sais, fait que on sait pas, tu sais, puis là, Stéphane, il se promène dans les festivals, il y a plein de monde qui voit ce film-là en ce moment, qui sont pas dans les chiffres qu'on a là, tu sais, puis quand il va sortir sur les plateformes, il va y avoir d'autres, tu sais, il va y avoir, à un moment donné, c'est ça, tu sais, il va être diffusé à la télé, probablement, tu sais. Bon, le Radio-Can vient de tirer à la plug, c'est le gars-là, OK, il y a des raisons que je peux comprendre là-dedans, mais moi, j'ai hâte de voir la place qu'ils vont accorder à ça, tu sais. Ouais, je sais plus quel chroniqueur, je pense que c'est Cassivi qui disait, si vous voulez en faire une place, je sais pas, prenez le jeudi soir, puis mettez une slot, au lieu de le passer le vendredi soir... dans la case de 11h30 le soir, quand le monde s'en va se coucher, mettez-le à 8h. Radio-Canada, c'est un autre sujet, là, mais j'ai l'impression qu'ils mettent tout ça sur le dos de tout le monde en parle. Oui, mais on en parle à tout le monde en parle. On en parle à tout le monde en parle. Ouais. Bon, OK, on va écouter tout le monde en parle. On va faire ça. T'es pas mal occupé. Tu disais que tu commences en film. Je voyais, tu as 3 films en chantier en ce moment. Coco Ferme. Tu joues Joseph Armand Bombardier. Oui, ça, c'est vraiment un caméo. C'est un tout petit caméo, là. Okay. On met pas d'attente là-dessus. Okay. Mais oui, j'ai participé à ça. C'est les... Un nouveau Contes pour tous. Oui, c'est le brand des Contes pour tous a été racheté. Ouais. Ça, c'est le premier de cette... la nouvelle mouture. La nouvelle mouture des Contes pour tous. Toi, tu fais un petit caméo là-dedans. Oui, tout à fait. Tu joues vraiment Joseph, l'inventeur du vraiment, c'est l'inventeur du skidoo qui est mort. Qui est mort. C'est ça. Je suis rendu à jouer des morts. Voilà. Autre mort que tu joues, tu joues pas ça. Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Qu'est-ce que c'est cette curiosité? Tu es en train de tourner ça en ce moment. Oui, je viens tout juste de commencer. J'ai commencé hier. Ouais. C'est un film de Ariane Louis XVI, qui est une cinéaste qui a fait beaucoup de courts-métrages. Ça, c'est son premier long. Ouais. Puis, rapidement, c'est l'histoire d'une jeune vampire qui est absolument incapable de mordre les gens parce qu'elle aime trop les humains. Okay. Puis moi, je joue... C'est pour enfants? C'est pour adultes? C'est quoi? Je pense que c'est pour adultes. Okay. C'est un scénario très accessible. C'est un film coming of age, mais Ariane a une cinématographie qui est pas... elle
fait pas des films de cinéparc. Là. OK. C'est beaucoup plus recherché que ça, sa cinématographie. Fait que j'ai bien hâte de voir. Tu joues quoi là-dedans? Je joue le père de cette petite-là qui essaie Donc, t'es de la vampire, toi convaincre. aussi. Oui. Avec des dents. Puis Ah, avec des... Oui, c'est le fun de Ça faisait jouer longtemps autre qu'on n'a chose. pas vu des vampires. Ben, en tout cas, Depuis, c'était quoi le film? Carmina? Carmina, c'est un nom qui revient souvent sur le plateau. Oui, Voilà. exactement. Et il y a aussi Simple comme Sylvain. Oui, film de Monia Chokri. Monia Chokri. Qu'est-ce qu'elle avait fait? C'était quoi son nom de film? Elle a fait Babysitter puis La femme de mon frère. La femme de mon frère. Oui, exactement. Et là, ça c'est en tournage aussi ou c'est terminé? Oui, c'est en tournage. Là-dessus aussi, j'ai un tout petit rôle. Oui, j'ai un tout petit rôle. Moi, j'avais fait Babysitter avec Monia, puis pendant qu'on faisait Babysitter, on a eu bien du fun ensemble, puis elle était en train d'écrire ce film-là. Fait qu'elle m'a offert un petit rôle. Ouais, je joue son chum. À elle, Monia, elle a un petit rôle aussi dedans. Puis... Tu co-scénarises, ça, j'ai vu ça encore dans ton CV, ouais. avec Stéphane Lapointe, Frankenstein de Bergerac. Oh boy! Hey, t'es à date, là? Wow! T'es complètement à date. Je sais pas où t'as pris ça. Dans ton CV. C'est très embryonnaire. Ah là, on est très très embryonnaire. Tu le mets dans ton CV, moi j'en parle. Ah, mais je savais pas que c'était... C'est pas moi qui ai mis ça dans le CV. On va appeler à l'agence. Bon, OK, de ça. Ça, c'est un projet où on plante des graines, puis on n'est même pas en train de les arroser. Là. On fait juste les lancer, puis on va voir ce que ça pousse. Le titre est intriguant, ouais. ça, je peux le dire. Attachez-vous même pas au titre pour le moment. OK, c'est bon. Écoute, merci beaucoup, Steve, de ton passage aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, Chouchou, c'est disponible sur nouveau.ca jusqu'au 1er décembre, ainsi que sur Crave. Viking, c'est encore au cinéma. Je l'ai vu au cinéma Beaubien. Ah oui, on me dit que c'est plein, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo avec le poster écrit complet dessus. Ben, courez-y, parce que ça ne restera pas si longtemps que ça. Ça fait quand même quelques semaines. Ça fait un mois. Ouais. Puis je sais là, que tantôt on parlait de diffusion, puis que oui, il y a les plateformes, puis il y a 60 pouces, mais les images de Sarah Michara là-dessus, ça vaut la peine de le voir sur un grand écran. J'en ai pas parlé, mais vous avez tourné ça en Alberta, à Calgary? Oui, en banlieue de Calgary, un drumheller, qui est une espèce de trou dans les plaines. Il y a des fossiles. Oui, plein de fossiles de dinosaures. Toute la ville est basée sur une espèce d'industrie touristique de dinosaures, là, avec des dinosaures. Mais c'est très, très beau, là. Mais c'est drôle, très aride. Je pensais que c'était au Texas. Je sais pas pourquoi que c'était tourné... Il voulait qu'on aille, je pense, dans le coin de Salt Lake City au début, mais pour des raisons de COVID puis d'assurance, on pouvait pas se déplacer là. Fait qu'ils ont trouvé cette alternative-là. OK. Bon. Donc, oui, Viking, dépêchez-vous d'aller le voir au cinéma, c'est important. Et sinon, c'est comme ça que je t'aime, c'est sur tout.tv. Exact. La saison 2. Va-t-il y avoir une saison 3 de cette série-là? Oui. Gaétan 2, va-t-il revenir? Tu sais pas encore? Je peux pas trop en parler. Je veux pas trop... pour les gens qui l'ont pas vu. Je pense pas qu'il va revenir, Gaétan 2. Ça serait très étonnant. Je me souviens pas, il meurt pas. Il meurt-tu à la fin de la saison 2, il meurt? Il y a beaucoup de monde qui meurt. Oui, c'est vrai. Ça fait trop longtemps que j'aurais dû rafraîchir un peu. Fini dans un grand carnage. Oui, je me rappelle. Hey, merci beaucoup, Steve, de ton temps. Merci beaucoup à vous. Bye. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont des petits gestes qui vont nous aider à ce que ce balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proulx. Le balado Les Écrans est une production de 37e Avenue. À dimanche prochain.